Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Alors, on parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on va parler d'une date. On reparle le 5 décembre 1933, donc on va 86 ans en arrière. C'est la date à laquelle les États-Unis ont officiellement mis fin à la prohibition de l'alcool. Il faut savoir que le 16 janvier 1920, les États-Unis avaient voté le 19e amendement de leur constitution. Cet amendement-là interdisait la fabrication, le transport, la distribution ou la vente d'alcool, ainsi que l'importation de ce produit-là sur le territoire américain ou sur les territoires placés sous sa juridiction. Alors, pourquoi est-ce qu'au début des années 20, on est arrivé, justement, le gouvernement est arrivé à prohiber l'alcool? Eh bien, il faut savoir que dès la fin du 19e siècle, il va y avoir ce qu'on va appeler déjà des espèces de lois vertueuses qui vont être, en quelque sorte, propagées par, d'un côté, les églises qui voulaient en quelque sorte moraliser la vie publique, et d'autre part, il va aussi avoir des organisations extrêmement puissantes à l'époque, comme le Ku Klux Klan, qui vont reprendre ces lois-là, ces lois vertueuses-là, en raison de la situation qui était particulièrement catastrophique concernant par exemple les crimes, les violences, surtout les violences domestiques. Et donc il fallait essayer de réagir face à cette menace-là qui risquait évidemment d'ébranler de manière extrêmement durable le tissu social américain à travers la famille. Donc ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont les premières victimes des effets de l'alcool, qui ont amené d'abord les églises à essayer de sensibiliser leurs fidèles sur la consommation de l'alcool, et ainsi de suite. Ces églises-là vont ensuite se réunir et font du lobbyisme, et c'est ce lobbyisme-là qui, au niveau des États, va leur permettre d'inciter les hommes politiques de ces États-là à voter des lois qui interdisaient la consommation d'alcool. C'est ainsi que dès 1916, il va y avoir ce qu'on appelle des dry states, donc des États secs, les 13 premiers États qui vont voter l'interdiction de la consommation, de la fabrication, de la vente ou la consommation d'alcool. Et donc, c'est cette vague-là qui va monter crescendo grâce au parti conservateur, donc le parti républicain, qui va à son tour, une fois qu'ils vont arriver au pouvoir aux alentours des années 20, en faire le fer de lance de leur programme de gouvernement, et dès lors faire voter ce 19e amendement-là qui interdisait la production, la vente ou la distribution d'alcool. Et ainsi, pendant 13 ans, de 1920 à 1933, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un nouveau phénomène, c'est que l'interdiction faite à la production ou à la vente d'alcool va créer un marché parallèle. Et c'est ce marché parallèle-là qui va... Parce qu'il n'y aura pas l'interdiction de consommer. En fait, il y a l'interdiction de consommer, mais si tu veux sur un point de vue purement économique, le besoin est toujours là. Les gens, malgré l'interdiction, ont toujours envie de consommer de l'alcool. Et donc, comme le besoin est là, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une offre. Cette offre-là, bien que plus faible par rapport à la demande, va enflammer les prix. Et c'est comme ça que le crime organisé va récupérer ce marché de l'alcool-là et évidemment s'enrichir à coût de millions de dollars. C'est la période des gangsters. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est justement Al Capone qui maîtrisait tout le crime organisé. Al Capone qui a bâti son immense fortune uniquement sur la contrebande d'alcool. Et donc c'est ainsi que non seulement on va y avoir d'un côté une demande qui est toujours forte, de l'autre côté on va y avoir une offre qui est très faible, et c'est ce décalage entre l'offre et la demande qui va faire flamber les prix, avec les risques que cela entraîne. Malgré par exemple le fait qu'il y avait des interdictions, il y a des personnes qu'on appelle les bottle leggers, c'est-à-dire des personnes qui cachaient de l'alcool dans leurs bottes. Et bien ce sont ces gens-là que l'on va nommer ceux qui vont évidemment user du trafic même et vivre du trafic de l'alcool. Et c'est ainsi que ces bottle figures-là sont en grande majorité des gangsters, donc ils font partie du crime organisé. Et en face d'eux, il va y avoir malheureusement de la part du gouvernement une disproportion en termes de moyens, parce que d'un côté, on avait les gangsters qui avaient de l'argent, qui avaient des véhicules extrêmement rapides et puissants, et qui avaient des armes extrêmement puissantes. Alors que de l'autre côté, on avait notamment l'agence fédérale, le FBI, qui n'avait pas encore le droit de porter des armes. Qui n'avait pas encore le droit de porter des armes, et surtout qui était une agence naissante. C'était une agence encore qui
qui n'avaient pas suffisamment de pouvoir par rapport aux polices locales. Et donc tout ça fait que, grâce à la corruption, grâce au fait qu'évidemment, il va y avoir une multiplication de ce qu'on appelait des bars clandestins, c'est-à-dire des bars dans lesquels on vendait ces boissons prohibées-là. Et donc tout ça va faire que les gangsters vont gagner énormément d'argent. Et donc ils vont se rendre compte au bout de 13 ans que, au contraire des effets qui étaient recherchés par la prohibition de l'alcool, c'est-à-dire diminuer une consommation de l'alcool et rendre plus vertueuse, si tu veux, la vie publique et les Américains, c'est-à-dire en les sevrant, malheureusement, ce n'est pas ce qui va se passer. Au contraire, ça va créer une économie parallèle qui va permettre d'enrichir des groupes criminels. Et ces groupes criminels-là qui vont parfois menacer même l'autorité publique dans des villes comme Chicago, en l'occurrence Al Capone, qui était même plus puissant que les autorités locales, en tête desquelles le maire, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui, à lui tout seul, dirigeait la ville grâce à, d'un côté, l'immense puissance financière dont il jouissait grâce au trafic de l'alcool de contrebande et de la corruption qui gangrenait l'ensemble de la vie publique de la capitale de l'Illinois. Et donc, au sortir de là, le gouvernement va donc être pragmatique et donc comprendre que ce n'était pas la bonne solution. Prohiber l'alcool n'a fait que empirer les choses et donc, au contraire, il va falloir lever la prohibition, mais plutôt mettre en place des filières qui vont permettre de mieux contrôler, de mieux légaliser et surtout de tirer profit de l'énorme manne qui est générée par la vente d'alcool. Et donc, c'est ainsi que le 5 novembre 1933... Le 5 décembre 1933 va être voté le 21e amendement qui rétablit la production, le transport, la vente et la distribution d'alcool sur l'ensemble du du territoire américain et des territoires placés sur leur juridiction. Et à partir de là, il va y avoir un effet domino, c'est-à-dire ça va être la fin des grandes familles mafieuses qui étaient principalement des familles italiennes qui avaient émigré aux États-Unis. Et donc, ces grandes familles mafieuses-là, qui tiraient l'essentiel de leurs revenus sur la contrebande, sur le trafic d'alcool, vont s'effondrer. Et puis, on va assister véritablement à un effondrement de ces grandes familles, de ces grandes dynasties-là, jusqu'au début des années 70-80, avec le retour de l'alcool et de la cocaïne sur le continent américain, qui va permettre, notamment, non pas seulement aux familles d'origine italienne, mais là aussi, on va voir introduire les familles irlandaises qui, elles aussi, à leur tour, vont également, grâce au commerce de la cocaïne, se refaire une espèce d'image, se refaire une puissance et vont devenir les grandes familles mafieuses telles qu'on les connaît jusqu'à présent. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On revenait donc sur la date du 5 décembre 1933. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.